Désolé de ne pas avoir répondu aux questions pendant si longtemps. Je ne pouvais plus accéder à mon adresse mail. Je vais vous raconter une bonne fois pour toutes ce que j'ai vécu. En octobre, j'ai visité la maison qui appartenait à l'homme qui tenait Caledon Local 21. 2 femmes y vivent aujourd'hui. Elles dirigent une crèche. Ironique. Donc, pour répondre aux questions qu'on m'a envoyées, qui d'autre regardait la chaîne 21 ? Je connais certains des enfants qui regardaient cette chaîne, dont quelques-uns qui étaient dans l'émission. Après quelques recherches sur internet, j'ai trouvé des gens sur NeoSeeker qui parlaient des programmes de Caledon Local 21. Ils mentionnaient celles que je connaissais, et aussi 2 autres que je n'avais jamais vues. Un utilisateur du nom de I'm Real Life semblait connaître toutes les émissions de la chaîne 21, dont les 2 que je ne connaissais pas. La vie et l'ange déchu. I'm Real Life le décrivait comme une émission vraiment barbante, avec un type assis en face de la caméra qui expliquait à quel point nous devions servir Satan et l'apaiser avant qu'il ne soit trop tard. Peindre avec son âme. I'm Real Life et un autre utilisateur du nom de Siggy92 en discutaient sur le forum. Il le décrivait comme une sorte de projet Blair Witch du pauvre. L'émission consistait à voir un caméraman se balader dans une forêt, de nuit, caméra à l'épaule, sans qu'il ne se passe rien de particulièrement intéressant. Je vais revoir le topic pour essayer de retrouver le lien. Où se trouve Mr. Beer ? Ou plutôt, l'homme dans le costume. Si je le savais, je vous l'aurais dit. Je n'ai aucune idée d'où se trouve ce type. Avec un peu de chance, il est mort. La prochaine fois que je verrai l'ami de mon père, je lui poserai la question. Peut-être que j'aurai une meilleure réponse. Que faisait Mr. Beer avec les enfants ? C'est la question qu'on m'a le plus posée pour le moment. J'ai découvert ça en octobre, grâce à un ami de mon père qui est policier à la retraite. Apparemment, l'homme qui jouait cet ours emmenait les enfants à l'extérieur de la maison dans une forêt, située à proximité. Ce qu'il y faisait, les policiers n'en sont pas vraiment sûrs. Mais les corps de 16 enfants entre 4 et 13 ans ont été retrouvés, carbonisés, dans un trou de 5 mètres de diamètre au milieu de la forêt. L'ami de mon père ne voulait pas trop me dire de détails, mais je le vois jeudi prochain et j'essaierai de lui tirer de nouvelles informations. C'est tout ce que je sais. Merci de garder de l'intérêt pour mon blog. Je vais essayer de rassembler un maximum d'informations pour mon prochain post. J'ai commencé à m'y intéresser vraiment beaucoup, et ce serait bien que je découvre ce qui s'est réellement passé. Update. 1er février 2012. Désolé, je n'ai rien posté depuis un moment. J'ai un peu perdu l'intérêt que j'avais pour ce blog jusqu'à ce que je trouve de nouvelles informations sur l'identité du propriétaire de la chaîne 21. Il y a quelques semaines, j'ai découvert une pépite. J'ai trouvé des réponses venant du père d'un enfant que j'avais l'habitude de garder. Il vit juste en face de chez nous, et je gardais ses enfants quand ils étaient plus jeunes. Il est actuellement sans emploi. Il vivait à côté des bois, en dehors de Caledon avant, et a vu ce qui faisait le propriétaire de la chaîne. Il s'appelle Anthony Polo. Quand il vivait dans sa petite maison à côté des bois, ça lui arrivait souvent de se poser pour fumer 1 ou 2 joints, avant de retourner bosser dans la forêt. Il travaillait comme artisan. Polo m'a raconté que parfois, il entendait des voix d'enfants venant des profondeurs de la forêt, et voyait de la lumière briller au loin parmi les arbres. Il m'a dit que ça avait commencé en 97, à peu près au début de l'enregistrement des émissions de Caledon Local 21. Apparemment, ça l'avait agacé de voir ça se reproduire, et il avait décidé de mener sa petite enquête. Polo m'a décrit ce qu'il avait vu en arrivant là-bas. Il y avait un groupe d'enfants, entre 13 et 17, qui avaient de 5 à 12 ans, et parlaient autour d'un immense foyer brûlant. Il n'y avait qu'un seul adulte. Polo est allé parler avec cet homme, avec son apparence débraillée, d'addict au crack et ses tremblements incessants, et a demandé ce qu'il faisait dans la forêt avec des enfants. L'homme a répondu qu'il faisait du camping et qu'il faisait ça souvent. Polo, ne se doutant de rien, Caledon avait le taux de criminalité le plus bas du Canada, les a quittés en leur demandant juste d'être plus silencieux. Il s'est arrêté à un moment avant de me dire qu'ils n'ont jamais baissé leur voix. Il les entendait même parfois chanter dans une langue inconnue.
mais il ne voulait pas s'embêter à retourner voir l'homme puisqu'il allait déménager. J'ai bien dit à Polo que l'homme était très probablement le propriétaire de la chaîne, mais il en doutait, surtout qu'il avait entendu parler les autres habitants de la région que cet homme avait déménagé à Pickering. Je récapitule ce que nous savons maintenant. L'homme emmenait régulièrement des enfants dans les bois pour faire du camping. Le foyer du feu décrit par Polo doit être le trou où on a retrouvé les corps. Les enfants qu'il a vus sont ceux qu'on a retrouvés morts. L'homme a déménagé à Pickering, une petite ville de l'est de Toronto. J'en ai parlé à l'ami de mon père, l'ancien flic, pour voir si ça collait avec les faits connus par la police. Je voulais aussi savoir s'il avait des informations par rapport à ce qui a été enregistré sur la chaîne 21. Update 20 mars 2012. Bonne nouvelle les gens. J'ai parlé à l'ami de mon père et il m'a donné plein d'informations. Pour commencer, j'ai demandé si la police connaissait l'homme de la chaîne 21 et il m'a répondu qu'il n'avait jamais pu trouver de suspect. De plus, la police régionale de Peel possède quelques cassettes trouvées dans la maison et qui étaient enregistrées par la chaîne. Il m'a emmené les voir. L'ami de mon père s'appelait Mitchell Wilson, un mec assez cool. Il a l'air de comprendre ma soif d'information par rapport à ce qui s'est passé dans cette maison. Il trouve que ce n'est pas normal que mon père n'ait rien voulu me dire pendant si longtemps. Il m'a ensuite emmené au poste de police de Davis Road. Si vous ne connaissez pas, c'est le plus grand poste de police de Caledon et l'un des plus grands de toute la région. Les cassettes étaient dispersées dans un peu tous les postes de Peel. Le poste de David Road en avait 3. Je les ai toutes regardées. Malheureusement, je ne pouvais pas les emporter chez moi pour des raisons évidentes. Booby, épisode 2. Les amis sont comme des fleurs. C'était l'un des premiers épisodes de Booby jamais fait. L'image était encore plus pourrie que d'habitude, probablement une caméra plus ancienne. Mais la scène était tournée au même endroit. Je l'ai reconnu instantanément. L'épisode commençait avec Booby, se balançant d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'une autre main entre en scène. Elle était beaucoup plus petite, comme celle d'un tout jeune enfant. La petite main commençait par bondir joyeusement avant de glisser vers Booby, rapprochant ses doigts comme pour l'embrasser. Après quelques secondes, Booby attrapait la petite main et la comprimait fermement. Ça continuait pendant 10 secondes avant que la caméra se déplace vers la gauche, jusqu'à ce que les mains soient hors de vue. La caméra continuait son déplacement jusqu'à montrer une marguerite flétrie déposée sur le sol. La caméra zoomait doucement vers la fleur, tandis qu'une voix de petite fille disait « Les amis sont comme les fleurs, dans le jardin de la vie. » Et l'épisode se terminait. Paint with the Soul. Épisode 10. Des ordures. Paint with the Soul était l'un des shows dont I Am Real Life et SIG92 avaient parlé sur NeoSeeker. J'en ai parlé à la police, et ils m'ont dit qu'il y avait 12 épisodes de cette émission qui furent enregistrés entre le 5 décembre 1997 et le 8 janvier 1998. Exactement comme I Am Real Life et SIG92 le décrivaient. L'épisode s'ouvrait sur le caméraman se baladant dans la forêt. C'était le soir et le soleil se couchait. Le caméraman marchait le long d'un sentier jusqu'à arriver dans une zone où les branchages étaient couverts d'ordures. La caméra montrait tous les papiers, les bouteilles, les sacs et les boîtes s'arrêtant soigneusement sur chaque déchet. Puis la caméra s'arrêtait sur une petite zone avant que l'homme se mette à parler. Je me souviens d'une petite voix toute timide, et je suis sûr que je l'avais déjà entendue quelque part, dans une autre émission de Caledon Local 21. J'arrivais à peine à entendre ce qu'il disait, mais il parlait essentiellement du fait que les humains étaient des ordures, ou devaient se débarrasser de leurs déchets. Nous. C'était totalement idiot, mais j'ai eu une impression bizarre. Je veux dire, cette forêt était celle où l'on avait retrouvé les corps, n'est-ce pas? Mr. Beer, c'est l'art, épisode 25. Quand l'officier de police a apporté cette cassette, j'ai lâché un « Oh merde !» en tremblant un peu. Les flics m'ont regardé bizarrement, mais Wilson leur a expliqué ma petite expérience avec Mr. Beer et leur a signalé que j'avais gardé la lettre qu'il m'avait envoyée. Comme les épisodes d'avant, celui-là contenait un type habillé en ours. L'épisode commençait avec l'ours qui se baladait autour d'une table avec une nappe rouge, tenant dans ses mains
ou pâte, une bouteille de jus d'orange. Sur la table, il y avait 8 verres à shot et une petite bouteille qui contenait un liquide inconnu. Mr. Beer versait une portion égale de jus d'orange dans chaque verre avant d'ouvrir la petite bouteille et d'en déposer une goutte dans chacun. L'ours sortait du champ de la caméra, puis on entendait comme des chuchotements, et il réapparaissait de derrière le cadre. 16 enfants le suivaient. Certains avaient 4 ans, d'autres semblaient être presque des ados. L'officier m'a alors dit que c'était le seul extrait montrant, en un seul plan, la totalité des 16 victimes. Les enfants avaient l'air en bonne santé, sauf un qui avait des marques visibles sur le visage. Contrairement aux autres, il avait l'air effrayé. Il avait 11 ou 12 ans. Je le reconnaissais. C'était celui qui réclamait sa sœur et se faisait poursuivre à la fin de l'épisode 23, que j'avais regardé en juillet 99. Quand je l'ai dit aux employés, ils m'ont confirmé que c'était le même enfant, et qu'il apparaissait aussi dans l'épisode 24, un épisode qui n'avait été diffusé qu'une fois, à 3h du matin, en juillet 99, et que la police n'avait pas encore en sa possession. Mr. Beer commençait à chanter une chanson sur les fruits et à quel point la vitamine C était bonne pour la santé. Comme toujours, je ne pouvais pas très bien entendre les paroles, vu qu'elles étaient étouffées par le masque d'ours. Les enfants buvaient tous leur jus, et l'épisode s'arrêtait là. Je n'ai été satisfait que temporairement par mon visionnage des cassettes saisies par la police. Je voulais toujours connaître l'histoire entière, et certains flics continuaient de me raconter des bêtises, disant que le propriétaire de la chaîne n'était qu'un pédophile, fétichiste et sataniste. Je vais y aller maintenant. Je dois m'intéresser à mes études. Je récupérerai d'autres informations plus tard. Je reviendrai sur ce blog dès que possible. Update, 12 mai 2012. J'ai enfin eu ma licence G2. Au Canada, ça vous permet de conduire seul et avec des passagers au bout de 6 mois. J'en ai évidemment profité pour me faire une petite virée à Caledon. Vu que ça fait longtemps que je n'ai rien mis sur ce blog, je me suis dit que je pourrais visiter cette maison qui servait de base à cette horrible chaîne de télé. La maison semblait différente de ce que j'avais vu en octobre. Ce n'était plus une crèche, elle était juste abandonnée. Cependant, il y avait tout de même un panneau à vendre, montrant que quelqu'un en était toujours propriétaire et voulait s'en débarrasser. La maison abandonnée a fait remonter des souvenirs flous dans mon esprit, essentiellement du jour où mon père m'avait emmené chez Mr. Beer. Un sentiment d'effroi m'a secoué, alors que je me demandais ce qui était arrivé à tous les enfants. J'ai monté les marches vers la porte principale, et j'ai jeté un coup d'œil à travers la fenêtre. C'était un couloir presque vide, avec quelques boîtes entassées au bout. Au bout du couloir à droite, il y avait une porte ouverte, probablement celle de la cuisine. À gauche, se trouvaient 2 portes, qui devaient mener aux pièces que l'on pouvait voir depuis les fenêtres extérieures. Je me suis demandé où se trouvait la porte qui menait à la cave, et si elle avait été scellée. Je marchais vers l'arrière de la maison pour trouver ma réponse. 2 portes en bois, presque sur le sol, cadenassées. Ça devait mener à la cave. Je ne voulais pas traîner ici. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'avais à l'esprit à ce moment. Je suis parti. De derrière la maison, on pouvait voir une forêt dense apparaître tout au bout du champ. Je me suis demandé si c'était la forêt où les corps avaient été retrouvés. Finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai commencé à marcher vers la forêt. Elle était étrangement silencieuse, à part les quelques coups de bec d'un pivert dans un arbre au loin. J'ai marché avec précaution plus profondément dans les bois, sans penser au fait que je n'avais aucune idée où j'allais. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais vraiment l'impression que je devais trouver quelque chose. Je suis finalement arrivé dans une partie moins dense de la forêt, remplie de petites habitations. La maison de Polo m'est revenue à l'esprit, et je me suis demandé laquelle était la sienne. J'ai longé une petite clairière. Au centre, j'ai aperçu quelques bûches disposées autour d'une zone noircie, montrant qu'on avait fait un feu, il y a peu de temps. « Hé, barre-toi de notre fort !» Ces mots m'ont presque fait faire une crise cardiaque. Je me suis tourné vers la gauche. C'étaient 2 personnes, habillées en noir, qui couraient vers moi. Je voulais m'enfuir au départ, mais alors qu'ils se rapprochaient, j'ai vu que c'était juste des préados. 13, 14 ans peut-être, voire même 12. Alors qu'ils se rapprochaient, ils ont fini par se rendre compte de ma taille
Je fais un bon 1m85 et eux ne dépassaient pas le 1m75. « On t'a dit de foutre le camp d'ici !» répétait le plus gros, qui portait un t-shirt d'un groupe de métal. Complètement essoufflé. J'ai gardé mes positions en tremblant. Le plus petit, qui portait un t-shirt Metallica, avait un couteau papillon et le pointait dans ma direction. « Non, tu n'oseras pas !» dis-je d'une voix sérieuse et profonde, en essayant d'être le plus impressionnant possible. J'ai sorti mon téléphone. Les deux enfants se sont retirés. Celui avec le t-shirt Metallica a rangé son couteau. « Écoute mec, on n'aime pas qu'il y ait des gens dans notre fort. Alors, est-ce que tu peux juste... t'en aller ?» Il avait l'air intimidé. Je n'avais rien à faire dans cette forêt de toute façon. Alors j'ai juste répondu « Ok ». Et je me suis retourné. Puis je me suis rendu compte que j'avais une grande opportunité d'avoir des informations. « Dites, est-ce que l'un de vous a des informations sur le type qui a massacré des enfants dans ces bois, il y a à peu près 13 ans ?» Ils se sont regardés entre eux, confus, jusqu'à ce qu'un des deux me réponde « Ouais, tout le monde connaît ce type. » Le garçon, qui porte un t-shirt d'un groupe de métal, a repris « Il vit toujours par ici, dans l'égout pluvial. Mon grand frère m'a dit qu'il l'a vu dans son costume d'ours se balader dans la forêt, la nuit. » Mon instinct me disait que c'était un mensonge. Le propriétaire de la chaîne 21 était sûrement parti depuis longtemps, existant uniquement dans le folklore de cette petite communauté isolée. Mais ça a quand même éveillé mon intérêt. Et il est où cet égout ? Ai-je demandé juste par curiosité. Je ne croyais pas vraiment l'histoire de ces enfants. Le garçon au t-shirt Metallica m'a fixé pendant un moment, l'air embêté et curieux en même temps. « T'es pas d'ici, c'est ça ? Pourquoi t'es venu ici ?» Bon, je dois admettre que j'ai été un peu déstabilisé par la question. Je me suis dit que je devais carrément expliquer la raison de ma présence. J'ai parlé aux deux préados de mon expérience avec l'homme de la chaîne 21, et je leur ai dit que j'étais venu ici pour chercher une conclusion à tout ça. Les enfants avaient l'air de bien connaître la chaîne 21, car ils ont souri en se regardant entre eux lorsque je l'ai mentionné. Ils sont devenus plus compréhensifs et m'ont donné la route pour me rendre à l'égout. Peu de temps après, j'ai décidé de faire demi-tour, laissant ces gamins à leur fort, avant de retourner directement à la maison. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai donné tant de détails sur ce que les enfants m'ont dit. C'est pour vous dire ce que j'ai gardé de cette journée. Voilà ce que les enfants m'ont dit. L'égout se trouve derrière le fort des enfants, dans la même direction que celle dans laquelle je me dirigeais. Il s'évacue dans une petite rivière, là où l'eau est drainée, à côté d'une aire de jeu. Les ados m'ont dit que peu de gens l'utilisaient. L'homme vivait, soi-disant, dans le gros tuyau d'où l'eau sortait. Des gens l'avaient vu avec juste le masque d'ours, ou bien le masque et tout le costume. Il se pourrait que j'aille visiter cet égout, non pas parce que je crois à l'histoire, mais parce que je veux une excuse pour retourner à Calédonie. Comme ça, ce blog ne sera pas laissé à l'abandon. Sans les cassettes à regarder, je ne sais pas de quoi parler. Merci de continuer à nous soutenir, moi et mon blog. Je sais que certains d'entre vous se demandent ce qui s'est passé en 99. Je ferai de mon mieux pour trouver des réponses.